Première question, on continue avec celle-ci. J'ai du mal à comprendre que l'évolution d'un individu soit importante quand tu regardes toute la planète. N'est-ce pas l'évolution des collectivités qui fait avancer la planète? L'évolution des collectivités, elle est reliée à l'évolution d'un individu qui coordonne l'évolution de la collectivité. Alors, c'est réellement une bonne preuve d'aberration d'évolution collective. Cela veut dire qu'on a une personne qui s'appelle, par exemple, le grand prophète, et lui, par l'intermédiaire de 12 de ses disciples, je ne parle pas du Nazaréen, de 12 de ses disciples, communique sa propre évolution à 300 000, 400 000, 1 million de personnes qui évoluent en collectivité à la suite de ce grand prophète. Cela veut dire que nous avons un père terrestre, un pape, qui, selon son évolution propre, la communiquant à l'archevêché, la communiquant à toute l'Église catholique romaine, fait en sorte que l'évolution de la masse se fasse au rythme de l'évolution d'un homme. On a l'évolution d'Adolf Hitler, qui, par l'intermédiaire de la société secrète Gestapo, communique son évolution propre à l'évolution d'une collectivité, et sa guerre personnelle, on l'a fait à l'échelle internationale. L'évolution de la collectivité, elle est toujours reliée à l'évolution d'un gourou, à l'évolution d'un maître. Donc, une personne, un petit groupe d'individus, d'individualités évolue, entraînant avec eux l'échelle collective. Et si on est placé dans le groupe qui entraîne, mais si on est placé dans ceux qui suivent, l'évolution collective est encore plus aberrante. Alors, ce n'est pas... L'homme est beaucoup plus important seul qu'il ne l'est en collectivité. L'homme est important en collectivité pour, présentement, tasser une montagne de là, pousser un char qui est pris dans la neige. L'homme est important en masse pour faire ces choses-là. Donc, l'homme est important en collectivité pour faire des guerres. L'homme est important en collectivité pour faire des manifestations. L'homme est important en collectivité pour créer une société. Imaginez-vous donc que nous voyons à un moment donné une belle pierre, une belle roche, quelque chose d'extraordinaire, près d'une rivière. Alors l'homme collectif arrive et pour pouvoir faire nourrir cette collectivité, cette société, l'homme prend cette roche, la désagrège en fine poussière et par après s'en sert pour faire du béton et reconstruit la roche en ciment pour bâtir une maison, bâtir une industrie, bâtir une tour, un édifice à bureau, dans lequel l'homme va se complaire d'afficher une peinture représentant l'antique rivière où ce que le building repose maintenant. La valeur de la nature pour l'homme est maintenant calculée en dollars sur une peinture. Et c'est relié à l'évolution collective, mais jamais à l'évolution de l'individu, qui seul aurait pu observer cette rivière, cette roche, ce contexte et vivre avec. Mais si on est 300 à regarder la rivière, on peut planter une pancarte, démolie par une horde de touristes, puis mettre le nez. Chaque fois que l'homme est collectif, on est dans un parc. Et à un moment donné, on a une personne qui jette une cochonnerie à côté d'une poubelle. Alors, l'individu, qui peut être relié à un climat de collectivité écologique, mais l'individu quand même qui voit que c'est pas brillant. La collectivité voit pas que c'est pas brillant. Elle suit un mouvement. Mais lorsque l'homme voit que c'est pas intelligent, lorsque ça n'a pas de sens, alors automatiquement, il est individuel. Alors, il voit le papier, puis il peut chialer. Ou il peut le ramasser. Mais lorsque l'autre le met, ben même lui, il dit « Oh ben, tabarnouche. Hein? Tout le monde le fait, je ne sais pas pourquoi je le ferais pas. » Ben oui, il y a une maudite raison pourquoi il faudrait que tu fasses ce que tu penses. Parce que c'est toi qui le penses. C'est pour ça qu'il faudrait que tu fasses ce que tu penses. Maintenant, il faut le faire, ce qu'on pense, à la condition que cela puisse, une fois analysé par nous, toujours sembler intelligent. Pas parce que cela semble être utile pour les autres. Et là, je fais la différenciation entre... C'est-à-dire que je parle de cette énergie, de ce mécanisme de discernement qui peut habiter l'homme, qui habite chaque personne, mais l'homme s'en sert pas. Alors donc, à un moment donné, je pense penser quelque chose et je le fais. Mais penser, puis après ça, analyser ce que vous avez pensé pour savoir si c'est intelligent. Qu'est-ce que c'est intelligent? Pour savoir si cela est en harmonie avec les lois de l'extérieur. Alors, tuer quelqu'un n'est pas en harmonie avec les lois de l'extérieur. Même si c'est au nom de Dieu, même si c'est au nom de Satan, même si c'est en votre nom, c'est pas intelligent.
Par contre, dans plusieurs situations, il y a des cas qu'à un moment donné, on doit arriver à des extrémités. Mais on doit savoir si nous autres, on l'a analysé. Et si, après l'avoir analysé, vous commettez des bévues, ce n'est pas grave. Vous êtes lentement en train de vous libérer de la prison. De l'endroit où on met tout le monde pour les placer dans une attente où on va leur dire pourquoi qu'on a besoin d'eux autres. L'homme qui espère est dans ce trou-là, puis l'homme qui espère attend qu'un autre homme qui a cessé d'espérer vienne lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que l'homme, ou bien il parle à des voix qu'il ne connaît pas, ou bien il suit ce qu'un autre homme lui dit. Alors l'homme met sa confiance dans des voix qu'il ne connaît pas, ben non, il met sa confiance dans un homme qui dicte pour lui. Ces deux choses-là, c'est la même chose. Vous êtes des récepteurs, vous êtes des canaux, vous êtes aussi canal que moi, vous êtes aussi canal que n'importe qui. Mais vous refusez de l'admettre, premièrement, de peur de faire des erreurs. Imaginez-vous que vous en faites quand même des erreurs, mais au lieu de vous diriger vers l'affranchissement de ce contexte d'évolution erratique, vous continuez à vous enfoncer dans l'erreur. Croyant que si c'est toute la gang qui le fait, c'est moins grave. Hein? Alors, on a déjà un bonhomme qui a déjà dit, et j'avais répété ce qu'il avait déjà dit, lorsque une personne commet un meurtre, on le met en prison. Lorsque la collectivité commet un meurtre, on appelle ça une guerre, et c'est permis. Il n'y a aucune différence dans l'acte. Sauf que l'homme met le support de sa responsabilité sur les autres, sur la gang. Et c'est totalement absurde. L'homme, la planète, elle a un besoin vital de chaque homme, à la condition que l'homme soit un homme debout. Tant que l'homme est collectif, on n'a pas besoin. Parce que la collectivité, même s'il en manque la moitié, la collectivité continue son expérience collective, ce qui continue à donner de l'expérience à la planète. Mais lorsqu'un homme grimpe en haut de la collectivité, lui devient absolument, essentiellement important. Lui, il a des protections planétaires différentes de la collectivité, différentes de la masse. Il y a bien des choses qui n'y arriveront pas, qui vont arriver aux autres. Des choses banales, des accidents niaiseux, des incendies banals aussi. Sauf que cet homme-là va va avoir un contexte évolutif plus terrible que la collectivité. Plus terrible, pas parce qu'il va souffrir plus, parce qu'il va être le seul à souffrir dans cette souffrance-là. Donc, plus terrible pour ça. Mais ce bonhomme-là, cette femme-là, cet être humain-là, cet homme-là en évolution qui devient individuel, il a premièrement à lutter contre l'astral de la collection, de la collectivité. Il doit lutter contre tous ceux qui vont tendre à le ramener dans la gang. Jusqu'à temps qu'il fasse deux choses. Qu'il saque son camp ou qu'il prouve à la gang qu'il peut rester là. Parce que la gang, la collectivité, elle a besoin d'un chef. Elle a besoin d'un leader. Elle a besoin d'un idole. Elle a besoin d'un dieu. Mais elle refuse que l'homme devienne un dieu. Même si elle accepte que l'homme soit son dieu. À la condition qu'elle ne le voie pas. Si le dieu vient du Bangladesh puis qu'il était dans le raz de marée, qu'il l'a submergé, il y en a eu un paquet de milliers qui ont survécu au raz de marée. Mais si le bonhomme était là-dedans, puis à un moment donné, il arrive ici, encore tout mouillé, puis qu'il vous dit, les vagues, 30 pieds passaient par-dessus moi, et j'ai survécu. Puis là, qu'il commence à vous parler comme je parle, tout le monde se met à genoux. Tout le monde se garoche. Mais vu que moi, quand je prends mon bain, j'ai seulement un pied d'eau, alors ça crée toute une différence dans l'homme qui parle, dans la collectivité qui écoute. Vous êtes exactement ce que je suis, sauf que moi, je le sais, puis vous autres, vous ne le savez pas. Et on a expliqué à un moment donné la différence entre l'idée de ce qu'on est, qu'on essaye de vivre, puis vivre ce qu'on est. Puis même si l'idée de ce qu'on est exactement la même chose que ce qu'on est, vivre l'idée, puis vivre ce qu'on est, c'est de vivre deux choses. Alors donc, l'homme qui devient individuel, l'homme qui monte en haut de la collectivité, risque de devenir un orateur. C'est-à-dire qu'il devra avoir la parole, parce qu'il y a juste par la parole que l'homme peut créer, pour l'instant. Lorsque l'homme est en haut de la collectivité est à le ramener dans la gang. Si ça marche pas, parce qu'imaginez-vous donc que quand est-ce que la collectivité, quand est-ce que l'ensemble accepte de dire que cet homme-là est différent? Quand ça fait un certain nombre d'années que l'homme résiste à la gang, on décide qui est le chef. Ça a toujours été comme ça. Soit que le plus fort se battait, puis à force de se battre dans le troupeau, ben là, l'homme qui avait battu tout le monde devenait le chef. Celui qui n'avait pas été ramené dans la collectivité, après un certain nombre de temps,
là, on l'accréditait. On n'accrédite jamais un homme par ce qu'il dit. On n'accrédite même pas un homme par ce qu'il fait. On accrédite un homme selon le pouvoir qu'il a de résister à l'attraction collective, à la démolition collective. Et lorsque ça fait 5 ans que tout le monde essaye de le descendre et il est encore là, ben là, on se dit, merde, il doit être skié. Puis si par hasard, après 4 ans, 360 jours, on le descend, on dit tout, ben on le savait, hein, il n'était pas solide. Ça en était peut-être un aussi solide que l'autre. Mais l'homme l'a détruit. Vous êtes aussi solide. Mais avant de détruire un autre, vous commencez par vous auto-détruire. Vous ne voulez pas. Vous n'avez peur de manquer votre coup. Quand est-ce que l'homme réussit quelque chose? Lorsque les conditions extérieures permettent la réussite. Mais l'homme manipule jamais rien. Si la personne joue au quilles, de temps en temps, la boule à la bonne place. Parce qu'il y a un contexte physique, c'est un contexte d'un paquet de choses qui a fait que c'était coordonné. Mais l'homme de se pratiquer, puis se pratiquer, puis se pratiquer, puis il réussit jamais des parties parfaites tout le temps. Puis là, on parle de pratique. Imaginez-vous dans votre vie tout ce que vous pratiquez pas. Demandez-vous pas pourquoi vous ne le réussissez pas. Mais l'homme doit sortir en haut de la masse. Puis s'il sort en haut de la masse et qu'il arrive à se libérer, à se dégager du vouloir de la collectivité, de vouloir le réintégrer parmi les autres, si l'homme s'en dégage, après un certain nombre de temps, la collectivité va dire « Ah ben oui, c'est une personne que l'on devrait écouter. » Mais non. Que vous devriez entendre, oui, mais pas écouter. Puis tout le temps qu'elle était en haut, vous auriez dû l'entendre, mais pas l'écouter. Et lorsque on a une personne qui est en haut, elle doit lutter contre la collectivité qui tire ses mains pour le ramener. Et lorsque cette personne, ça fait un bout de temps qu'elle est en haut, qu'elle soit folle, qu'elle soit stupide, qu'elle soit brillante, qu'elle soit géniale, on en fait un roi, on en fait un chef, on en fait un dieu. Alors, on a donc des Krishnamurti, on a donc des Adolf Hitler, on a donc des Napoléon, on a donc des Pierre Elliott Trudeau. On a du monde qui sont de l'intelligence, on a du monde qui sont de l'aberrance, on a du monde que nous appelons positif et d'autres négatifs. Mais ils sont là parce que la collectivité qui n'a pas su les ramener dans la gang, les place sur un podium. Et là, on décide d'écouter. Il n'est pas question d'écouter. Et lorsqu'on écoute la personne qui est en haut, qui s'est placée en haut parce qu'elle avait l'énergie d'être seule, elle ne s'est pas placée en haut, mais on l'a placée en haut, à un moment donné, elle parle. Elle fait des choses et les autres suivent. Parce que tout le monde pense qu'elle est différente. Pourquoi? Parce qu'elle a résisté à l'homme. Imaginez-vous. Et parce qu'elle a résisté à l'homme, l'homme décide de la suivre. Et l'évolution de l'homme va être l'évolution de ceux qui vont suivre. Alors, les collectivités ne sont jamais importantes dans l'évolution de la planète, c'est l'homme. Mais nous pouvons vivre en collectivité, nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons vivre intégralement en intelligence reliée, ensemble, tout en étant individuel, parce que ce que je fais, je le fais parce que je sais que je dois le faire, et non pas parce que tous les autres le font. Lorsque j'écoute un certain poste de radio, c'est parce que je veux écouter des choses, pas parce qu'on me dit que tout le monde le fait. Mais toute cette énergie, Daniel, que la personne a pris durant 5 ans à résister à cette attraction vers le bas, si elle n'avait pas eu à faire ça, là, il y aurait un paquet d'autres choses créatrices qu'elle aurait pu faire. Non. Qu'est-ce qui est arrivé là, c'est que tu poses une question qui n'aura plus cours dans l'avenir. Si la personne n'avait pas été, par exemple, attirée par la foule, elle ne se serait peut-être pas développée au point de devenir ce qu'elle est. C'est vrai. Elle devait devenir ce qu'elle est pour que la gang la suive. Parce qu'à cette époque-là, l'homme vivait régi par un esprit de groupe, comme les animaux, et l'homme vivait dans un peuple, l'homme avait une atmosphère très égrégorisée de groupe, et on avait besoin d'un leader. Donc, on formait des leaders. L'homme le faisait, mais l'homme était manipulé pour le faire. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de leaders. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de partis politiques. Il y a de plus en plus de monde qui peuvent devenir leaders. On a des savants, on peut avoir une géniocratie, on peut avoir tout ce qu'on a au niveau classique. Donc, on peut avoir des génies au pouvoir, on peut avoir des sages au pouvoir, on peut avoir des prêtres au pouvoir, on peut avoir des politiciens au pouvoir, on peut avoir des écologistes au pouvoir, on peut avoir de tout le monde. Parce que si on veut privilégier la médecine, on met un médecin au pouvoir. Si on veut privilégier l'écologie, on met un écologiste au pouvoir. Si on veut privilégier la séparation, on met un séparatiste au pouvoir. Si on veut privilégier la nationalisation, on met un nationaliste au pouvoir. Mais maintenant, on a plusieurs choix. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'hommes qui s'individualisent, et c'est normal. Par contre, tant que l'homme qui est placé, l'homme qui se libère de la collectivité,
tant qu'il se fait attaquer par la collectivité pour redevenir normal, tant qu'on essaye de le soigner, ce bonhomme-là, il est manipulé par la collectivité, donc il devra souffrir, et c'est là qu'il souffre beaucoup plus, une souffrance mentale qui est terrible, parce qu'on ne peut pas détruire ce qui nous retient, parce qu'il y a une intelligence pour eux autres, que ça se fasse, mais on doit, même s'il y a une intelligence pour eux autres, démolir, il n'y a pas d'intelligence pour nous autres. On doit couper le lien, sans attaquer ce qui est en bas, sans attaquer la collectivité, parce que la collectivité ne peut pas être seule, elle va mourir. Donc, la personne vit un bout de temps. Et si la personne accepte de se laisser placer sur ce podium, elle n'est plus individuelle, elle appartient maintenant à son public, elle appartient à la collectivité et elle devra, comme les politiciens, comme la majorité des gourous, régir la quantité de personnes dans sa salle, dans sa classe, dans son monastère, dans son ashram, dans son parti politique. Il devra donc se plier à ce que les autres vont demander pour rester en haut. Donc, il va continuer, comme tout à l'heure j'expliquais, à créer le besoin de lui. Mais si la personne monte, on la place sur un podium, elle doit briser le podium parce que c'est l'initiation suprême de celui qui se libère. Ne pas accepter de se faire suivre. Et lorsqu'il brise cela, alors là, le monde n'en veut plus. Et peut-être que le monde en veut encore. Mais il va s'arranger pour que le monde ne puisse pas monter sur son dos trop. Alors donc, même si l'homme paraît tout petit, individuel, les énergies, le pouvoir de l'homme, la puissance de l'homme, même si elle n'est pas encore exprimée, même si elle n'apparaît pas autrement que dans le désir de fuite de l'homme, elle est énorme. Et dans la collectivité, elle est diluée, elle est dissoute. Il n'y a plus rien de l'individu intelligent dans une collectivité. Absolument plus rien. Même si j'aurais une personne super intelligente qui doit donner son opinion et je dois me fier à son opinion, si je la place à travers 1000 autres personnes et je demande l'opinion des 1000 personnes, vaut même pas la peine de demander l'opinion. Sauf que, politiquement, présentement, ça permet de donner l'impression à la masse que la masse qui décide. C'est quoi la masse qui décide? C'est tout le monde dilué ensemble, donc personne. Parce que moi, j'ai dit ça, ils ont pris ça de ce que j'ai dit. L'autre, il a pris ça, il a pris ça, il a pris ça, il a pris ça, il a pris ça. Sauf celui qui décide ce qu'on vient y annoncer, donc qui décide pas pantoute, lui, ça marche. Imagine-toi, on fait des élections, puis après ça, on fait une fête parce qu'on a gagné. On a gagné quoi? Pendant l'évolution ou l'expansion de la conscience, est-ce que l'ego, le moi, est toujours le même ou n'est-il qu'un point focal de conscience qui diminue et devient transparent à mesure que l'évolution avance? Bon, de temps en temps, on a des personnes qui posent des questions et de temps en temps, je me demande si réellement ils veulent avoir la réponse. Vous savez qu'il y a des réponses, des transformations de questions, qui sont extrêmement dures à percevoir, mais souvent qui sont dures à être vécues par la conscience égoïque, c'est-à-dire qu'on veut savoir quelque chose pour se voir confirmer ce qu'on pensait. Puis lorsqu'on donne une réponse qui infirme ce qu'on pensait, ça va plus. Alors des fois, il y a des questions qui sont assez originales. Alors donc ici, est-ce que l'ego, l'expansion de la conscience, est-ce que l'ego, le moi, est toujours le même ou n'est-il qu'un point focal de conscience qui diminue et devient transparent à mesure que l'évolution avance? C'est très diplomate de dire qu'il devient transparent. Parce que s'il diminue et qu'il devient transparent, on n'a pas besoin de le faire diminuer s'il devient transparent, puis s'il diminue, il va disparaître. Transparent ou pas. L'expansion de la conscience, ce n'est pas une expansion de la conscience de l'ego. L'expansion de la conscience de l'ego se fait dans l'expérimentation humaine, expérimentation soutenue par la souffrance de l'homme, donc par l'expérience souffrante de l'homme, et de là va naître l'élargissement de la conscience de l'ego. L'homme va toujours pouvoir dire « je suis le moi ». Mais lorsque la conscience chez l'homme, non pas la conscience de l'ego de l'homme, la conscience chez l'homme tend à s'élargir, donc tend à grossir, l'homme perd complètement l'identification de sa petiteté, de son infériorité planétaire. L'homme perd l'idée qu'il a subi une chute. L'homme perd l'idée qu'il est puni pour une faute qu'il a commis ou qu'il n'a pas commis. L'homme perd toutes ses idées parce que l'homme voit à un moment donné clairement l'intelligence, c'est-à-dire l'homme voit pourquoi cela a été fait
Et il le voit tellement bien que s'il aurait pu lui-même le décider, ben, il l'aurait décidé. Cela veut dire que si l'homme aurait été placé dans le début des temps, avant la chute de l'homme, et que si l'homme avait cette vision claire, cette conscience, l'homme aurait dit, ben oui, il faut. Alors, lorsque l'homme voit l'intelligence sous la forme, lorsque l'homme voit l'intelligence de la manipulation, cela veut dire que l'homme voit tellement clair que si on lui demande son avis, il va dire, ben oui, mais c'est évident. Alors l'homme qui dit, faut aider l'humanité. À un moment donné, l'homme a une conscience planétaire. Et tu lui redemandes, devons-nous aider l'humanité? Et l'homme va répondre, non. Alors tu vas dire à l'homme, mais alors, devons-nous nuire à l'humanité? Et l'homme répond, non. Alors que devons-nous faire? Moi, je sais ce que je vais faire, et si je réponds disons, à l'humanité, je vais dire qu'il y a encore certaines guerres absolument essentielles. Alors, l'humanité va dire, pourquoi? Pourquoi devons-nous souffrir? On ne s'est pas mis dans un contexte de paix. Non! Dans un contexte de paix, l'homme s'assit sur ses fesses, l'homme s'assit sur ses lauriers, et l'homme bénéficie de la paix, l'homme n'expérimente plus, l'homme n'évolue plus, l'homme n'essaie pas de se perfectionner. L'homme essaie de perfectionner son art d'expression psychologique. L'homme essaie de perfectionner ses motos. L'homme essaie de perfectionner ses autos. L'homme essaie de recréer le contexte de guerre où sa vie ne tient qu'à un fil. Alors l'homme roule comme un fou sur l'autoroute et l'homme se tue, l'homme se drogue, l'homme boit, l'homme va avoir des vues d'horreur, l'homme a besoin. Même si l'homme dit « je ne veux pas souffrir », c'est faux. L'homme ne veut pas souffrir, mais l'homme veut absolument expérimenter. Il a besoin d'expérience parce que c'est là-dedans qu'il s'identifie. Et dans l'expérience, il y a souffrance parce qu'il y a transformation. Donc, la personne qui a une conscience, son ego disparaît. Elle aura un ego planétaire et qui diminuera, qui restera pas longtemps si la personne continue son ascension. Et cette personne aura une conscience planétaire qui pourra dire « j'aime l'humanité. Et j'aime tellement l'humanité que je ne nuirai pas à leur avancement, malgré qu'eux autres vont penser que je suis un tyran. Mais je les aime tellement que je suis prêt à me faire maudire par eux autres, je m'aime pas moi. Je suis prêt à me faire insulter, je suis prêt à n'importe quoi, je m'en fous, mais je suis conscient que ce qui va se passer doit se passer. C'est intelligent, il le faut. Parce que je sais qu'après ça, il y a tel résultat. Et l'humain ne voit pas le résultat. L'humain s'imagine qu'en prenant un morceau de bois et en ne le coupant pas, en ne gossant pas après, en ne faisant rien, on aura une table. C'est ce que l'humain s'imagine. L'humain se dit, non, mais ne me touche pas, ne me fais pas souffrir, ne me transforme pas. J'aimerais juste être un dieu. Tu vas devenir ce que tu es, mais toute la crasse qui est après va devoir sauter. Tu es trop opaque. Alors donc, l'homme qui atteint cette conscience n'a plus d'ego. Cet ego, ce moi, disparaît parce qu'il ne peut plus dire « je ». Il ne dira plus « j'évolue », il ne dira plus « je vais aider », il ne dira plus rien. Il va être cet état de choses. Donc, il n'empêchera pas les choses intelligentes dessus. Si on regarde, par exemple, juste un exemple qui est plus facilement compréhensible, disons l'exemple du Nazaréen. Tout le monde pense que le Nazaréen est venu pour aider l'humanité. Alors pourquoi a-t-il répondu aux zélotes, aux chefs zélotes, lorsqu'il le zélote est venu le voir, pour que le Nazaréen devienne le chef, pour libérer le peuple de Dieu de la contrainte romaine? Pourquoi il leur a dit simplement, veux-tu me foutre la paix? Tu dois aimer tes ennemis comme toi-même. Toi. Alors donc, il ne voulait pas, il était d'accord que les Juifs meurent. Et on a eu d'ailleurs un gros conflit après, parce que les zélotes, vu qu'ils ont vu que le Nazaréen n'était pas leur chef, ont tenté de descendre, et c'est d'ailleurs là qu'on a pogné Barabbas, c'est qu'on en a pogné d'autres, et ils ont tenté une descente chez les Romains, et évidemment, il y a eu un traître, parce que les traîtres, ça pousse partout, et ils se sont fait ramasser. Donc, le Nazaréen était tout à fait d'accord que les zélotes meurent, que les Romains meurent dans cette guerre, et que le peuple juif sur la rue meurt. Rumeur. OK. La Terre est femelle ou possède-t-elle les deux polarités en rapport avec le Soleil et la Lune? Une bonne question. Répondons ésotériquement ceci, que la Lune, c'est l'intuition de l'homme, que la Lune, c'est la réflexion de l'intelligence, que la Lune, c'est beaucoup plus féminin que la Terre.
On dit dans les antiques traditions que la Terre est née de la Lune et du Soleil, qui se sont mariés, qui ont enfanté. Donc la Terre, elle est quelque chose d'autre. Le Soleil, c'est l'intelligence. Selon nos traditions fraternelles, les traditions qui viennent de très loin, et d'ailleurs c'est une réalité, on a des êtres de lumière qui sont des êtres d'intelligence. Mais des êtres d'intelligence intellectuelle, disons des êtres d'intellectuance. Ce ne sont pas des êtres d'intelligence comme on peut employer le mot intelligence lorsque l'on parle d'énergie supramentale. Ce sont des êtres qui ont des désirs et qui mathématiquement, selon les lois karmiques d'un contexte d'évolution, essaient de régir et de s'impliquer, donc d'agir. On a donc Lucifer qui est un être de lumière et on a plusieurs autres êtres de lumière, comme on a eu le comte de Saint-Germain qui est un être de lumière qui est passé du côté de l'obscurité, du côté de la lune. On a eu donc Caïn, on a eu Abel, on a eu un fils de lumière, un fils des ténèbres, et l'homme s'imagine continuellement que dans la noirceur, Satan apparaît. Dans la lumière, Satan apparaît. Parce qu'il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus hypocrite. C'est pas dans le noir. Dans le noir, on a des mécanismes de l'astral très bas qui tentent à apparaître parce que la lumière augmente leur taux vibratoire et les fait disparaître. Mais les gros coups, c'est pas la nuit qu'on les a, c'est le jour, c'est lorsqu'on est réveillé et lorsqu'on dort. Mais pas parce qu'il fait noir. Ce sont des êtres qui tentent à dire à l'homme, vois clair, il y a une mission à accomplir et fais-la. Bon, c'est lorsque l'homme voit clair, lorsque l'homme est sûr que l'homme se fait fourrer par les êtres de lumière. Donc, on a le soleil qui est l'intellectuance, on a la lune qui est l'intuition. La lune, on a plusieurs initiations solaires. On a plusieurs formes de manipulation astrale tout à fait lunaire. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est, par exemple, dépressive et qu'on a une pleine lune, c'est-à-dire qu'on a une réflexion lunaire plus massive, la personne, intuitivement, c'est-à-dire que l'astral qui n'est pas intellectuant, qui n'est pas coordonné, qui a des désirs, mais qui ne veut pas, qui n'essaie pas de coordonner l'aboutissement de ses désirs, va pénétrer la personne. Et donc, cette personne peut se suicider, elle peut boire, elle peut se sentir dépressive, elle peut aussi se voir plus joviale, parce que l'intuition vient augmenter ce qui déjà habite l'homme. Mais elle ne vient pas raisonner ce qui se passe chez l'homme. Et donc, lorsqu'il fait noir, lorsque nous avons des effets lunaires, nous sommes beaucoup plus intuitifs, moins raisonnants normalement, donc on se fait ramasser par tout ce qui vient de l'astral. Et lorsqu'il fait clair, alors c'est rassurant. Mais évidemment, c'est rassurant de par notre psychologie qui est duelle, c'est-à-dire intellectuante et intuitive, donc solaire et lunaire. Parce que l'homme et la femme sont les deux. Hein? D'ailleurs, tu es acupuncteur, tu sais très bien que dans une femme, il y a des méridiens yin et des méridiens yang. Par contre, de par l'expression vitale, astrale et mentale de la femme, c'est-à-dire que le corps de la femme est lunaire. Par contre, le corps vital de la femme, il est solaire. Et la femme a beaucoup plus d'énergie que l'homme. Le corps astral de la femme, il est lunaire. Et la femme est beaucoup plus intuitive. La femme, elle est beaucoup plus manipulable. Par contre, le corps mental de la femme, il est solaire. La femme est beaucoup plus intelligente que l'homme. Et, soit dit en passant, disons, la sexualité ou la polarité, elle se transforme de corps en corps. L'homme, il est mâle. L'homme, il est solaire physiquement. Mais vitalement, il est lunaire. Il manque d'énergie. Astralement, l'homme, il est solaire. Donc, l'homme a une expression psychologique beaucoup plus intellectuelle. Une espèce d'intellectuance, parce qu'il a un corps physique lui permettant d'exprimer plus facilement l'intellect lunaire féminin. Intuitif. Évidemment, ça ne paraît pas de par le manque d'éducation, mais comme tel, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce qui fait que les deux se réunissant par la sexualité ou par n'importe quoi, il y a donc des choses qui vont fonctionner. Mais l'homme qui a une apparence solaire, c'est-à-dire positif, mâle, mais pas mâle dans son intégralité. Il est autant polarisé, femelle et mâle que la femme, sauf que ce sont dans disons, l'alternance est différente. Alors, donc, moi, je suis mâle, femelle, et la femelle, elle est femelle, mâle, mâle. Mais c'est la même chose. Mais évidemment, dans l'expression planétaire, ce n'est pas la même chose. Alors donc, on a cette lune, l'intuition, on a ce soleil, l'intellectuance, et on a la planète Terre, sur lequel se passe l'expérience. Et c'est sur cette maudite planète Terre, peuplée par les humains, que se passe une expérience, une évolution centrale pour l'évolution d'une galaxie. Et évidemment, je suis petit quand je parle, parce que c'est... Et chez l'homme, il y a une polarisation,
bicéphale, on a un côté droit, un côté gauche, et on a la glande pinéale qui est une correspondance avec cette conscience supramentale humaine, une correspondance avec une tricéphalité qui n'apparaîtra pas nécessairement dans la matière, par contre qui est déjà dans la matière par l'intermédiaire de la glande pinéale, qui a toujours servi par différentes sécrétions hormonales à diriger l'évolution biologique, vitale, astrale et mentale de l'enfant, par la résorption de l'énergie sexuelle, de façon à ce qu'elle crée le cerveau. Et à un moment donné, pour permettre l'expérience de l'homme, parce que le cerveau, selon sa génétique, ne peut pas être plus avancé, cette glande commence à cesser ses sécrétions et l'énergie sexuelle revient dans les organes de production et donc l'enfant devient adulte. Et cette planète Terre qui est la focalisation, qui est la synthèse d'énergie lunaire, intuitive et solaire intellectuante, va être l'endroit où l'énergie supramentale pourra connaître la matière comme jamais elle n'a pu le faire. C'est-à-dire que la planète Terre va devenir intelligente. La planète Terre qui est présentement régie par le Soleil et la Lune, donc qui est polarisée duellement, comme l'homme est polarisé dans sa vision du bien et du mal, comme l'homme est polarisé dans l'évolution, disons, des forces du noir et des forces du bien, dans l'évolution des guides de lumière et des guides de l'obscurité, et cette planète Terre, à un moment donné, comme l'homme est en train de le faire, est en train d'entrer sous l'effet d'un autre soleil, un soleil central, un soleil beaucoup plus loin, et ces énergies pénètrent la planète Terre présentement parce qu'il y a suffisamment d'énergie mentale autour de la planète pour attirer cette consonance supramentale. Et cette planète Terre va finir par avoir une troisième conscience. On aura donc une conscience lunaire, une conscience solaire et une conscience supramentale. Et il se trouve que c'est la même chose qui va se passer chez l'homme. Parce que c'est l'être de la planète Terre qui évolue. Et il évolue par ces hommes. Et chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque brin d'humanité qui, à un moment donné, quittera cette perception duelle obligée par la vision bioculaire ou biencéphalique, bicérébrale, le côté gauche, le côté droit, chaque être qui va quitter cela pour avoir accès à une troisième conscience, c'est-à-dire à une être-té nouvelle, à une intelligence, non pas une intellectuance ou une intuition, cet homme qui se libère de la collectivité, parce que l'homme qui est polarisé, disons duellement, c'est-à-dire que l'homme qui vit dans une dualité est collectif. Et lorsqu'il se libère de la collectivité, il est toujours duel parce qu'il est collectif. Et à un moment donné, l'homme pensera de par lui-même, et il aura cette troisième conscience qui va commencer à apparaître, une conscience qui n'est ni solaire. On l'appelle l'initiation solaire, mais l'initiation solaire, c'est pas le soleil. Et elle ne sera pas intellectuelle, elle ne sera pas intuitive, elle sera intelligente, et tout cela pourra fonctionner ensemble. Et la planète Terre, c'est l'endroit où cela va se faire, et c'est chez l'homme que ça va se faire pour la planète. Et évidemment, pas sur la collectivité, ça peut pas se faire pour la collectivité. Parce que ces énergies-là existent déjà chez l'homme. Mais lorsqu'on demande à une collectivité de voir, ils se mettent à croire. Et lorsqu'on parle à une personne en face à face, ou comme je le fais présentement, où il n'y a pas de dialogue, il y en a un, mais pas comme on l'entend normalement, alors automatiquement, les personnes restent individuelles, elles ne sont pas collectives. Étant individuelles, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à découvrir cette troisième conscience, et automatiquement, il y aura une vibration, il y aura donc une connotation qui sera transmise par la glande pinéale, qui pourra commencer à faire en sorte que dans le corps, l'expression bicéphalique, l'expression duelle va commencer à être perturbée de façon à ce que l'homme puisse avoir une conscience qui a besoin de l'intellect, qui a besoin de l'intuition et qui a besoin de d'autres choses pour pouvoir bien connaître le plan planétaire, le plan de la matière. Alors donc, la Terre, elle n'est pas femelle. La Terre, elle est femelle et mâle comme l'homme. C'est-à-dire que nous avons une partie planétaire qui est toujours dans l'obscurité et une partie qui est dans la clarté. Mais cette Terre, elle tourne. Donc, tournant, nous avons donc ce qui est mâle devient femelle, ce qui est femelle devient mâle. Et lorsqu'on connaît l'acupuncture, on sait très bien qu'on a des méridiens qui sont à un maximum à une certaine heure, à un minimum, presque yin à une autre heure, et donc on a les mêmes choses. Alors, ce qui fait que il n'y a pas d'envisagement, disons, pour dire que la Terre est femelle, la Terre n'est pas femelle. Et l'énergie planétaire, lorsque nous parlons de l'énergie tellurique, nous parlons de l'énergie femelle. Et lorsque nous parlons de l'énergie solaire, l'énergie que les plantes captent, nous parlons de l'énergie mâle, positive, solaire. Mais moi, je parle de temps en temps d'une troisième forme d'énergie qui est de l'énergie de synthèse.
Et cette énergie hominale, hominale encore c'est un terme emprunté, mais l'énergie de synthèse, énergie qui ne vient pas de la Terre et qui ne vient pas du Soleil, c'est une énergie qui va transparaître chez l'homme par l'intermédiaire de cette troisième conscience, par l'intermédiaire de cette glande pinéale, et automatiquement on aura un homme qui ne sera plus mâle, femelle, et qui ne sera plus dualiste. On n'en est pas là encore, mais on se dirige vers cet homme qui sera androgyne. Comme la planète Terre va le devenir. OK, ici c'est la question. Il y a 2 questions, tu as presque toutes répondu. Si la planète Terre est un exemple important d'expérience hominale pour la galaxie, y a-t-il donc une seule planète comme celle-ci dans la galaxie? Comme celle-ci, oui, il n'y en a qu'une seule, et comme niveau d'importance, il y a la planète Terre. Il n'y a pas d'autre expérience matérielle à ce point qui se passe dans notre galaxie, et on est en attente. Les énergies supérieures, comme j'ai déjà dit, Dieu attend après l'homme, et c'est totalement vrai. On a besoin de l'homme, on a besoin de la planète Terre, on a besoin de ce système solaire, on a besoin de cette galaxie, on a besoin de cet univers. Tout va se libérer en même temps. Mais présentement, l'homme veut atteindre un paradis. L'homme, comme j'expliquais, et je reviens là-dessus parce que ce soir, c'est le point le plus important, c'est que l'homme doit vivre, évoluer individuellement pour la collectivité et non pas évoluer dans la collectivité pour lui. Et ce n'est pas parce que l'humanité a une importance que l'homme doit évoluer pour la collectivité pour lui. L'homme doit travailler pour lui. En collectivité? Peut-être. Pour la collectivité? Peut-être. Mais comme tout à l'heure j'expliquais, si la personne veut le faire pour les autres, ça marche déjà plus, elle va nuire. Alors le Nazaréen n'a rien fait pour personne. On venait le voir, il disait des choses. Il communiquait. Moi, je ne vais pas vous voir chez vous. Je dis des choses, on me pose des questions, je dis des choses. Et vous devez, par votre intelligence, par votre intellectuance, par votre intuition, vous savoir de par vous-même ce qui va avec vous, ce qui ne va pas. Et à un moment donné, vous allez aussi savoir de par vous-même ce qui est. Cela vient. Mais même la planète Terre, ce qu'elle vit comme expérience, c'est seul. On est les seuls à le faire. On est extrêmement important, mais ce n'est pas de l'importance psychologique. Si je dis qu'on attend après nous, faites-moi confiance, on est patient en maudit. Alors, même s'ils attendent... Quel est le rôle réel de la planète Terre par rapport aux autres galaxies? C'est presque l'autre question. Ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. J'ai expliqué un peu le contexte global, disons, de l'importance planétaire dans notre galaxie, de l'importance de l'être-té de la planète Terre pour expliquer que l'homme doit vivre lui-même dans la collectivité, parce que lorsque l'homme évolue lui-même dans la collectivité évolue. Mais que lorsque l'homme évolue dans la collectivité évolue à peine et que l'homme n'évolue pas. Si vous êtes dans un groupe, vous ne pouvez pas être plus intelligent que le groupe, parce que chaque fois que vous voulez parler plus intelligent que le groupe, on vous tape dessus, ou ben non, on vous met chef. C'est évident. Mais plus souvent qu'autrement, on va vous taper dessus. Alors donc, on est dans une société. Alors imaginez-vous, n'importe qui d'entre vous, vous avez une idée géniale comment régler le problème dans les hôpitaux. Alors vous vous présentez au gouvernement et vous parlez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous remet un chèque de 5$, payez le taxi, puis on vous retourne chez vous. Parce que vous êtes une personne qui essaye de sortir de la collectivité. Alors on ne veut rien savoir, la collectivité vous tape dessus. Et de toute manière, vous allez être les premiers à taper dessus les autres. Parce que si vous entendez dire que votre voisin est allé suggérer de quoi, vous allez dire, le voisin, voyons non, le voisin, il n'est même pas capable de garder son chien chez lui, puis il s'imagine qu'il va régler nos problèmes dans les hôpitaux. Alors donc, la planète Terre, elle a un rôle à jouer. Le rôle qu'elle a à jouer à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Pas pour l'instant, parce qu'il faut commencer par comprendre les points de base. Et le point de base, ça se passe sur la Terre, ça se passe pas dans l'extérieur. Mais c'est important de bien savoir que l'humanité collective n'a aucune importance pour personne, sauf pour elle-même, tant qu'il y a possibilité de transmission génétique, c'est-à-dire que détruire une race, s'il en reste un autre vivant, c'est pas grave. Détruire toute l'humanité au complet, c'est impossible. C'est impossible, apocalypse ou pas, faites-vous-en pas, l'humanité ne mourra pas. Vous autres, je le sais pas, ça m'intéresse pas, mais l'humanité ne disparaîtra pas. Non, mais on rit, mais souvent on se demande, ouais, mais si l'humanité disparaît, tu veux dire, si moi je disparais. Alors l'humanité ne disparaîtra pas, ça c'est sûr. Par contre, la collectivité de masse n'a d'importance que pour elle-même, parce qu'elle s'identifie à elle-même, donc elle a de l'importance pour chacun des individus collectifs. Et lorsque nous disons, telle personne est chez elle, puis elle parle à personne, puis elle fait rien avec personne, donc elle est individuelle, non, elle est collective.
parce qu'elle a besoin de son laitier, parce qu'elle a besoin de toute la collectivité qui lui permet d'être enfermée chez elle. Elle est collective. La personne qui s'en va dans un ashram, qui se fait emmurer au Tibet, sur le haut d'une grosse montagne, puis il y a un petit trou par lequel un serviteur met de la nourriture une fois par semaine, elle est collective. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres cabanes comme elle, puis il y en a d'autres serviteurs qui servent à nous la bouffe. Des mecs qui s'imaginent qu'ils vont évoluer à côté d'un cadavre à l'intérieur d'une cabane de béton. Il est collectif, même s'il est individuel corporellement. L'individualité, ce n'est pas quelque chose qui se vit physiquement. C'est une aberration de croire qu'en s'en allant sur une île déserte, tout seul, on va vivre l'individualité. On est collectif. Parce qu'on va toujours penser comme tout le monde va penser. Donc, le rôle de la planète, ce n'est pas important. Peut-être qu'à un moment donné, cela va devenir utile et nous allons le réaborder dans des conférences plus loin. Pour l'instant, ce qui est important de faire comprendre, ce qui est important que vous envisagiez, c'est que vous êtes individuellement, mauditement important, mortellement important. Mais vous êtes banal en collectivité. Et je parle de collectivité psychologique, je parle d'attraction psychologique, je parle de réflexion psychologique. Je dis simplement que lorsque vous demandez l'opinion à quelqu'un, vous êtes banal. Tout le monde le fait. Que lorsque vous demandez jamais l'opinion, mais que vous essayez de l'imposer aux autres, vous êtes banal, tout le monde le fait. Parce que l'imposer aux autres, c'est de la communiquer pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est la même chose. Je dis simplement que lorsque vous avez une opinion sur quelque chose et que vous l'avez de par vous-même, même si c'est tributaire de votre expérience mémorielle, même si c'est tributaire de votre mémoire d'éducation, même si c'est tributaire de n'importe quel cossin qui vient de chez vous, tant que vous n'avez pas ouvert votre trappe et tant que vous n'avez pas été vérifié ce qui vient de se passer chez vous, à l'extérieur, ça vient de vous. Et parce que ça vient de vous, c'est important. C'est mauditement important, même si c'est faux. Parce que si ça vient d'un autre, c'est automatiquement faux, mais jamais ça va vous libérer des autres. Alors, le fait d'écouter quelqu'un, ça nuit pas. Mais vous devez vous faire, vous autres même, une idée de ce que vous voulez vous faire. Ça, c'est important. La planète, ça va avec ça. L'extérieur, c'est bien important. On va y revenir sans doute. De toute manière, à cette question ici, là, disons que je me suis engagé à répondre à une question comme ça. Quelle est l'utilité du mécanisme planétaire dans l'évolution dans une conférence qui s'appelle Homme ou sur Homme, que je vais faire au prochain symposium le dernier dimanche du mois de juin. Alors, disons que je vais attendre jusque-là, parce que ce soir, ça me tente pas du tout d'élaborer plus dessus, parce que je vais faire perdre ce qui est important que vous reteniez, ou que vous vibrez. Okay. Bon, à ce moment-là, je pense que toutes les autres questions vont dans le sens planétaire. Ça pose toujours. Ouais, je peux en poser une, c'est qu'il y a une petite variante. Les désastres écologiques, le mépris de l'homme pour la Terre, font-ils partie du processus d'évolution de la planète? S'agit-il d'étapes nécessaires pour conscientiser l'homme ou s'agit-il de faux mouvements qui échappent à l'évolution prévue? Autrement dit... C'est important, cette question-là. Ouais. Arrête là. Oui, c'est sur la planète. OK. C'est pas sur Betelgeuse. OK. Jusqu'à la deuxième partie, disons, qui est suite. Autrement dit, la planète s'impose-t-elle sa propre agonie ou résulte-t-elle d'une déviation de la conscience de l'homme qui a perdu le contact avec sa terre-mère? La conscience de l'homme, c'est la conscience de la planète. La planète, est-ce qu'elle souffre parce qu'elle permet? Souffrez-vous parce que vous le permettez? Est-ce qu'elle souffre parce qu'elle perd sa conscience? Bon, on souffre parce qu'on n'a pas conscience de tout. Les désastres écologiques sont permis par l'homme et ils sont permis par la planète. Parce que la planète ne commande pas à l'homme. L'homme commande à la planète parce que dans le schéma de la planète, ce qu'il y a de plus évolué sur la planète, c'est l'homme. Exactement comme est-ce que vos pieds commandent à votre tête? Non, votre tête commande à vos pieds. Même si c'est le même corps. Ce qu'il y a de plus évolué chez l'homme, chez la majorité des hommes du moins, c'est pas le pied, c'est la tête. Donc, la tête de la Terre, c'est l'homme, et les pieds de la Terre sont la Terre, la matière solide. Alors donc, les désastres écologiques sont permis, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'évolution dans la matière désastrée, la matière écologique que nous détruisons. S'il y aurait suffisamment d'évolution, il y aurait possibilité d'adaptation immédiate ou instantanée, ou presque instantanée, donc il n'y aurait pas de désastre écologique. Mais sachez bien que les désastres écologiques ne se font pas souffrir que la planète Terre. L'homme va en souffrir. L'homme va devoir supporter ce désastre parce que l'homme, il est relié à la planète Terre. Mais évidemment, dans un temps différent, parce que l'homme est plus vibratoire, donc l'homme s'adapte plus rapidement que la matière, que le crapaud, que la grenouille, que le maringouin, que le chevreuil, que le caribou.
Donc, l'homme souffre moins vite, mais l'homme souffre plus intensément plus tard. Parce qu'il n'y a personne qui souffre autant que l'homme. Mais plus tard. Alors donc, les désastres écologiques font partie de l'expérience de la souffrance de l'homme, de l'expérience de la collectivité. Imaginez-vous un individu. Est-ce qu'un individu peut faire un désastre écologique? Pas un désastre. Il peut brimer l'écologie dans sa région. Un peu. Mais pas arriver à un désastre. C'est l'évolution de la collectivité qui amène des désastres. Et si nous parlons de la baie James, disons que l'évolution du Québec, là, nous savons, de toute façon on se le fait dire assez souvent, que l'évolution du Québec est extrêmement différente, et on a mis quelques millions, plusieurs millions de dollars dans le reboisement, dans la reconstruction d'une écologie, d'un état écologique autour de la baie James. Alors, ce qui fait que ce n'est pas un désastre écologique ce qui s'est passé à la baie James. Et ce n'est pas parce qu'on a quelques dizaines de milliers de caribous qui meurent à un moment donné près d'une rivière qu'on a un désastre écologique. On a un problème écologique, ça c'est évident. Mais on a des désastres écologiques, on en a déjà eu ailleurs, on en a d'autres qui sont beaucoup plus insidieux, comme nos pollutions par les pluies acides. Ça, on n'en parle pas trop. Le BPC, on commence à en parler. Maintenant qu'il y a un camion ou deux qui l'ont jeté sur le pavé, ben là, on découvre que l'Assomption en est plein, on découvre que le Saint-Laurent en est plein, on découvre que ce qu'on mange, il y en a plein, puis qu'il y en a 10 à 100 fois plus que la norme du ministère. Bon, ça fait longtemps qu'on en bouffe. Même que la viande humaine n'est pas recommandée. Elle est toxique. Tellement il y a de stuff dedans. Alors, ce qui fait que les désastres écologiques font partie de l'évolution expérientielle de la planète et donc de l'être humain. Lorsque nous avons des raz de marée, cela fait partie du désastre planétaire. Parce que il y a des plantes, il y a des roches, toute la géologie, elle est labourée. Lorsqu'on a des évolutions d'époque glaciaire, par exemple, où les glaciers glissent, ils perturbent, ils transforment le visage. C'est l'expression psychologique de la planète Terre qui, à un moment donné, a un autre visage, une autre expression. Et les désastres écologiques sont permis par l'homme, donc permis par la planète. Sinon, il n'y en aurait pas. Et la planète, elle est dominée par l'homme, elle est donc assujettie à l'homme, mais évidemment, comme vos pieds sont assujettis à votre tête, comme vos mains sont assujetties à votre tête, disons comme votre estomac est assujetti à votre tête. Si je comprends bien, il y a beaucoup de connaissances, systèmes, livres, opinions, etc. Mais il y a une connaissance qui est à découvrir dans son propre esprit quand celui-ci n'est plus coloré par le groupe. Ma question est en rapport avec entre ces connaissances. Elles semblent s'opposer, mais en même temps s'appuyer l'une sur l'autre. En d'autres mots, comment rejoindre la connaissance et ne pas s'en construire une? Le dernier mot, j'ai la misère à le lire. Une opinion. Une opinion. Une ou plusieurs, plutôt. Bon. Il y a beaucoup de connaissances, effectivement. Système, livre, opinion, etc. Mais il y a une connaissance qui est à découvrir. Ce n'est pas vrai le mot découvrir, on va, disons, le préciser. Dans notre propre esprit, ce qui n'est pas vrai non plus, ce n'est pas dans l'esprit, c'est dans l'homme lorsque l'esprit s'exprime dans l'homme. Alors, on va revenir sur ces choses-là. Je le corrige quand même. Quand celui-ci n'est plus coloré par le groupe, évidemment, parce que soit que l'homme porte de l'importance à lui, pas à sa sécurité, là. C'est pas l'homme, ça. L'homme n'est pas un animal peureux. L'homme exprime l'idée d'être un animal peureux. Et l'homme a besoin de la collectivité pour aller se rassurer dans le groupe. Mais lorsque je parle de l'homme qui n'est plus coloré par le groupe, l'homme qui devient authentique, l'homme du Verseau, l'homme conséquentiel, celui-ci entre en contact avec son esprit. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme qui n'est pas dans l'homme comme elle devrait être dans l'homme, c'est-à-dire qu'elle est dans certaines parties de l'homme, mais elle n'est pas dans l'ego de l'homme, parce que l'ego de l'homme se confronte à l'esprit. Alors, ou je suis l'esprit, ou je suis moi. Et si je dis je suis l'esprit, ben je ne suis qu'un mot. Parce que ça ne m'arrange pas plus. J'en sais pas plus. L'énergie, les connaissances, tout ça, c'est bon. C'est bon parce que c'est mauvais. Et lorsque l'homme arrive à cet état de conscience où il voit les choses comme elles sont, donc il voit les choses qui ont été mauvaises pour lui et il voit l'intelligence de leur béatitude antérieure pour lui. Parce que sont rares en maudit les choses qui sont mauvaises de prime abord pour l'homme. Elles sont toujours bonnes pour l'homme jusqu'à temps qu'elles soient mauvaises pour l'homme. Évidemment, je parle de l'évolution de l'humanité. Donc, vous faire tuer, ce n'est pas nécessairement bon pour vous. Mais cela a été bon longtemps pour l'homme. Cela est encore bon pour l'homme, parce que l'homme le fait. Et l'homme le fait parce qu'on lui permet de le faire.
Lorsque quelque chose en vous, lorsque vous vous libérez de la réflexion collective, lorsque vous vous libérez de la construction d'idées en groupe, lorsque vous vous libérez de l'échange d'énergie pour pouvoir colorer et avoir une couleur qui se voit partout, lorsque vous vous libérez de ces processus, il y a quelque chose qui va devoir se passer chez l'homme, qui va devoir se passer chez vous. Il y aura un vide, il y aura cette recherche parce qu'il y a l'habitude, parce qu'il y a la programmation. Alors, à un moment donné, vous allez parler à moins de monde, mais parler plus intensément à une personne. Lorsque l'homme accomplit, lorsque l'homme découvre, ce qu'il a accompli, c'est authentique, c'est pur. C'est pur parce que ça vient de l'homme. Mais c'est pur tant que ça reste dans l'homme. Sinon, c'est perdu. C'est dilapidé, c'est collectif, et ça va hausser d'un millième, de milliardième de micron, si ça ne nuit pas, l'évolution de la planète. Lorsque l'homme accomplit quelque chose et que cela reste chez lui, cela est pur, cela est authentique, cela est vrai. Lorsque l'homme découvre quelque chose, lorsque l'homme a un contact astral ou supramental, et lorsque l'homme ne le communique pas, il ne le déforme pas. Et lorsque l'homme a un contact astral qu'il communique, il l'astralise. Donc, c'est pire. Ce n'est pas nécessairement pire pour la connaissance de l'homme, pour l'expérience de connaissance de l'homme, mais c'est réellement pire pour l'avancement vers la libération de ce mécanisme. Donc, cela empêche l'homme de devenir seul, unique, comme il doit l'être, et ne plus être collectif. L'homme n'est pas unique parce qu'il porte un os dans le nez, là où on n'en porte pas. L'homme n'est pas unique parce qu'il s'habille dans un camp de nudistes. L'homme est unique lorsqu'il n'a plus d'attache avec les mécanismes qui sous-tendent la pensée de l'humanité collective. L'homme est libre, l'homme est individuel, lorsque l'homme est relié à son propre énergie, lorsque l'homme est dans son intelligence à lui, et non pas dans l'intelligence apparente de la collectivité. Alors donc, l'homme qui est libre, l'homme qui ne découvre pas chez lui, c'est là. Mais c'est pas question de le découvrir, c'est question de le laisser s'exprimer. À un moment donné, on le découvre et on pense que c'est nous, que c'est l'ego, donc on le tue. Ce qui est important, sachez bien que ce qui est important, ce n'est pas les explications que je vais donner. C'est ce que vous allez faire. Si vous êtes capable de devenir autre, si vous êtes capable de vous conscientiser, si vous êtes capable d'avoir des idées, si vous êtes capable de répondre à vos questions, si vous êtes capable de répondre aux questions des autres, pas aux autres, posées par les autres, et que vous fermez votre trappe, vous êtes sur le chemin. C'est dur, mais vous êtes déjà un être tout à fait différent parce que tout le monde parle, parce que tout le monde écrit, et lorsque moi je parle, je ne parle pas comme les autres, et on me prend pour fou de temps en temps. Cette parole n'est pas la même, parce qu'il y a un critère d'évolution, il y a un contexte d'intelligence qui fait que je peux parler. Mais je ne parle pas comme ça tout le temps de ma journée. Je ne suis pas comme je suis présentement 24 heures par jour. Parce que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence que cela soit nécessaire. Et lorsque la personne, elle arrive à vivre ces choses, et à les garder chez elle, à les garder secrètes, disait-on dans l'ancienne spiritualité intelligente, lorsqu'elle ne les divulgue pas. Alors on a dit, si elle les garde dans le secret, son Père qui est dans le ciel ou son Père qui est dans les cieux le sait. Et si elle parle, alors elle a déjà sa récompense. Évidemment, elle ne peut pas avoir d'autre chose. Et ce n'est pas une récompense. L'homme, avec de l'énergie, crée quelque chose et à un moment donné, il va pouvoir se servir de ce qu'il a créé pour créer dans la matière. Mais lorsque l'homme parle, lorsque l'homme dilapide toute l'énergie qu'il accumule, lorsque l'homme devient lui-même, ce n'est pas question d'agir pour le bien ou pour le mal. C'est lorsque l'homme agit lui.
lorsque l'homme est individuel, lorsque l'homme est authentique. Il n'y a pas de polarité dans l'authenticité, il y a de l'authenticité. Il y a de polarité que parmi ceux qui observent l'authenticité, mais qui ne sont pas authentiques. Alors donc, ce n'est pas que vous fassiez bien ou mal, c'est que vous faites ce que vous voulez faire, pas psychologiquement, ce que vous pensez que vous devez faire, et même ce n'est pas une action, c'est lorsque vous êtes. Et lorsque vous êtes, c'est lorsqu'à partir de ce qu'il y a dedans vous, analysé par ce qu'il y a dedans vous, ça c'est l'action. Ça c'est une action, ce n'est pas une réaction. Pendant un certain temps, ça va être des réactions. Mais c'est le cheminement qui va vous libérer de la collectivité. C'est un cheminement qui va vous permettre d'être authentique. Alors, vous allez voir à un moment donné une plante et vous allez l'observer comme jamais personne ne l'a observée. Vous ne la critiquerez pas, vous ne l'analyserez pas. Vous allez connaître avec, c'est-à-dire que vous allez naître en même temps qu'elle, vous allez être authentique, vous allez l'observer comme aucun humain ne l'observe. Vous n'irez pas dire aux autres, « Regarde comme cette plante est belle », parce que vous voulez voir si on peut l'observer pareil en gang. Donc, vous n'allez pas vous assujettir. Vous allez regarder quelque chose que tout le monde bannit du regard, et ça n'a aucune importance. Et vous ne ferez pas quelque chose pour être différent. C'est plein de monde qui font des choses pour être différents. Vous allez faire quelque chose parce qu'à l'intérieur de vous autres, sans l'exprimer, sans en parler, sans le dire, sans l'écrire, sans l'habillage, sans l'exprimer par le vêtement, parce que ça va être vous autres. Et lorsque ça va être vous autres, aussi croche cela puisse-t-il paraître, dans la collectivité, dans la morale, dans la religion, dans la spiritualité, devant n'importe qui, ça n'a aucune importance. À l'instant où vous changez de lignée parce que quelqu'un vous a vu, vous êtes collectif. Vous êtes collecté. Et à l'instant où vous restez vous-même malgré n'importe quoi, sachez bien que si vous remarquez que quelqu'un vous voit et que vous continuez, vous êtes collectif. C'est compliqué, mais c'est simple. C'est compliqué de se libérer du